Ma belle-mère posa les deux mains sur mon ventre de femme enceinte et dit, « Espérons que celui-ci soit le garçon que notre famille attend. » Mon mari ne dit rien. Ainsi, 3 semaines plus tard, il rentra chez lui et trouva une enveloppe sur la table de la cuisine, et ce qui lui changea tout. Le vendredi matin, je me tenais dans le couloir, une main sur le chambranle de la porte, et j'écoutais mon mari retenir son souffle. Pas littéralement, mais suffisamment pour que je remarque son absence, la façon dont il expirait habituellement fortement dans sa tasse de café avant sa première gorgée. Un petit rituel qu'il avait depuis que nous avions commencé à sortir ensemble, il y a 8 ans. J'entendis la cafetière terminer sa préparation. J'entendis la tasse être posée sur le comptoir, intacte. J'entendis le son qui m'avait tenu éveillé une partie de la nuit, rien qu'à penser au papier se déchirant le long d'un rabat scellé, lentement, comme s'il se donnait toutes les chances de s'arrêter. Puis, ce fut le silence, pendant un long moment, avant que les pages ne tournent l'une après l'autre, de plus en plus lentement. La façon dont on lit quelque chose quand une partie de soi essaie de faire en sorte que cela cesse d'être vrai, en le lisant plus attentivement. Je restai là et observai ses épaules se crisper au-dessus de la page qu'il avait atteinte. Il n'avait pas encore levé les yeux. Son téléphone vibra contre le comptoir et s'éclaira. Maman, en lettres grasses, s'afficha 3 fois de suite, l'écran s'illuminant, s'éteignant, puis se rallumant. Il ne le prit pas. Il ne leva pas les yeux de la page qu'il tenait. Il continua simplement à lire. Et je regardai 14 mois de ma vie défiler là, entre ses mains, une feuille après l'autre. Tandis que sa mère essayait de l'appeler avant qu'il n'ait fini d'apprendre ce qu'elle avait fait, pour comprendre pourquoi cette enveloppe avait presque brisé mon mari avant de sauver notre fille. Il faut remonter 3 mois en arrière, à une table de dîner de l'autre côté de la ville. La nuit où sa mère posa les 2 mains sur mon ventre et me dit, devant tous ceux qui nous aimaient, quelle partie de notre fille elle avait déjà décidé de ne pas vouloir. Je suis comptable légiste. Je le suis depuis 9 ans. Les 6 dernières années chez Bellwether Forensic Accounting, où je passe ma vie professionnelle à trouver le chiffre qui ne correspond pas, parmi 10 000 autres qui, eux, sont corrects. Des détournements de fonds principalement, le genre discret. Ceux qui se cachent pendant des années dans des documents administratifs ennuyeux, parce que personne ne pense à poser une question ennuyeuse au bon moment. J'y suis doué. J'ai bâti ma carrière sur l'entêtement particulier de ne pas laisser passer une divergence, simplement parce que tout le monde autour de moi préférerait que je le fasse. Mon mari, Daniel, est professeur de biologie au lycée. C'est le genre de personne qui croit que la plupart des conflits peuvent être aplanis, si tout le monde se calme et dîne ensemble. Il conduit une Honda Civic vieille de 10 ans, qu'il refuse de remplacer. Il garde un tiroir rempli de trophées de participation de ses élèves, qu'il est trop sentimental pour jeter, et n'avait pas une seule fois, en 8 ans de vie commune, élevé la voix contre moi. C'est en partie pourquoi je suis tombée amoureuse de lui, et en partie pourquoi, la première année de notre mariage, j'ai confondu sa douceur avec un bon jugement concernant les personnes qu'il aimait. Nous étions mariés depuis 5 ans quand je suis tombée enceinte de notre fille. Et pendant les 4 premiers mois de cette grossesse, je pensais que son optimisme concernant sa propre famille était probablement mieux ajusté que mon cynisme professionnel. Il avait grandi en croyant que sa mère était difficile, mais inoffensive. C'est ainsi qu'on grandit en croyant ce que les murs de sa maison d'enfance nous disent, simplement parce qu'on n'a jamais eu de raison de le comparer à autre chose. Je me trompais à ce sujet. Je n'avais juste pas encore les documents. Les parents de Daniel, Robert et Carol Whitfield, étaient mariés depuis 31 ans. Robert était silencieux, d'une manière spécifique qui signifiait qu'il avait appris, des décennies auparavant, qu'il était plus facile de laisser Carol gérer les choses, la maison, les finances, les vacances, le récit familial plutôt que de s'y opposer. Il avait travaillé 30 ans comme ingénieur civil pour le comté et avait, pour autant que je puisse en juger, remis son salaire et ses opinions à sa femme, à peu près dans la même mesure, à la fin des années 90, sans jamais rien redemander. Carol était le genre de femme qui se portait volontaire comme trésorière pour le fonds de construction de son église, qui organisait toutes les fêtes, qui se souvenait de chaque anniversaire, jusqu'aux pointures des chaussures de ses petits-enfants, et que les gens décrivaient gentiment comme « démodée ». C'est ainsi qu'on décrirait une maison avec de bonnes bases, mais un câblage obsolète. Elle était aussi,
je le remarquerai bien plus tard, la seule personne de la famille a toujours semblé savoir exactement combien coûtait quoi que ce soit, au dollar près, sans jamais écrire un chiffre devant qui que ce soit d'autre. La sœur de Daniel, Paige, était plus silencieuse que deux, mariée à un entrepreneur discret nommé Tom, et baissait généralement la tête lors des réunions de famille, comme on le fait quand on a compris quel sujet mettre le feu aux poudres. Les premiers signes étaient faciles à manquer, ou faciles à laisser Daniel me dissuader de les remarquer. À ma baby shower, Carole arriva avec 3 sacs cadeaux, tous bleus, des grenouillères, un bavoir, une petite casquette de baseball. 3 semaines après que nous avions annoncé à toute la famille que nous attendions une fille. Quand je le lui fis remarquer gentiment, elle en rit. Juste au cas où, dit-elle, comme si la biologie était quelque chose contre quoi on pouvait se prémunir avec un ticket cadeau. Lors d'un dîner dominical, 2 semaines plus tard, elle annonça, sans qu'on le lui demande, qu'elle avait déjà choisi un prénom de garçon. Elle le prononça lentement, le testant dans sa bouche, observant le visage de Daniel pour une réaction qu'il ne lui donna pas. La semaine suivante, elle me dit, presque gentiment, comme si elle me faisait une faveur, qu'un fils perpétue le nom d'une famille, alors qu'une fille ne fait que l'emprunter jusqu'à ce qu'elle se marie et prenne celui d'une autre. Et il y eut ce dimanche où elle tira Daniel dans la cuisine et ferma la porte à moitié. Et j'entendis juste assez de sa voix, à travers l'interstice, pour savoir que je n'étais pas censé entendre le reste. Il sortit 10 minutes plus tard et me dit que ce n'était rien. Ses oreilles étaient rouges tout le temps qu'il parla. Je n'ai rien contesté de tout cela. Pas vraiment. Daniel m'avait demandé plus d'une fois, de la voix qu'il utilisait quand il voulait clore le sujet, de laisser passer les choses là où sa mère pouvait m'entendre. De maintenir la paix, comme si la paix m'appartenait, et non à lui. Alors, j'ai souri. J'ai changé de sujet. Je me suis dit que ce n'était rien. La façon dont on se dit beaucoup de choses quand on est enceinte de 7 mois, épuisée, et qu'on préfère croire que la famille de son mari vous aime, plutôt que de commencer à compter toutes les façons dont elle ne le fait pas. Puis vint le dîner de rôti, 3 mois avant que cette enveloppe n'arrive sur la table de la cuisine, et que je ne puisse plus me dire quoi que ce soit. Nous étions 6, ce soir-là, autour de la table de salle à manger de Carole, moi, Daniel, Robert, Carole, Paige et Tom. Sous le beau lustre qu'elle n'allumait que pour les invités. Le rôti fumait encore quand Carole tendit la main à travers la table, posa ses 2 mains à plat sur mon ventre sans demander la permission, et dit, d'un ton enjoué, comme si elle portait un toast, « Espérons que celui-ci soit le garçon que notre famille attend. » Personne ne dit un mot. Ni mon mari, ni son père, ni sa sœur. 6 personnes à cette table, et 6 pères d'yeux plongèrent sur leurs assiettes, comme si le rôti était soudainement devenu la chose la plus intéressante qu'ils aient jamais vue de leur vie. Je retirai ses mains de mon ventre moi-même. Ne dites pas de choses comme ça. Elle rit. Un vrai rire. Facile et ravi. Le genre qu'on émettrait devant une bonne blague. Ne soyez pas si sensible. Je ne fais que dire ce que tout le monde pense. Je regardai Daniel. J'attendis. Il étudia la nappe comme si elle lui devait de l'argent. Dans la voiture, après, le chauffage ronronnait en se réchauffant. Il parla enfin, elle ne le pensait pas comme ça. Elle souhaitait que notre fille soit quelqu'un d'autre. En face de moi, avec ses mains sur elle, elle est démodée. Elle est cruelle. Il y a une différence. Il ne répondit pas à cela. Il conduisit simplement, et je regardai les lumières des réverbères glisser sur sa mâchoire, et je compris quelque chose que je ne m'étais pas permis de comprendre auparavant. Mon mari n'allait jamais être celui qui l'arrêterait. Si quoi que ce soit devait changer dans cette famille, c'était à moi de le faire. Cette nuit-là, allongée à côté de lui à 1h du matin, j'ai fait ce que je fais pour gagner ma vie quand quelque chose ne colle pas. Je n'ai pas fait une liste de griefs. J'ai fait une liste de dates, la baby shower, l'annonce du prénom, le dimanche derrière la porte de la cuisine. Je ne savais pas encore ce que tout cela signifiait. Je savais, c'est tout. La façon dont on sait que 3 transactions consécutives sont trop cohérentes pour être une coïncidence. Qu'un schéma ne s'annonce pas comme un schéma la première fois qu'on le voit. Il reste là, silencieux, attendant qu'on remarque qu'on l'a déjà vu. J'ai cessé de me disputer avec Carole après ce dîner.
J'ai cessé de m'expliquer. J'ai laissé Daniel croire que la tempête était passée, parce que c'était plus facile que de lui dire que ce n'était pas le cas. Elle était juste allée quelque part où il ne pouvait plus l'entendre. 3 semaines plus tard, Carole nous a invités à prendre un café un mardi soir, et elle avait une chemise qui nous attendait sur la table avant même que nous ayons enlevé nos manteaux. Ce ne sont que des papiers, dit-elle, en faisant glisser 2 pages vers Daniel. La banque a besoin d'informations de contact des bénéficiaires mises à jour, maintenant que nous savons que le bébé arrive. C'est la procédure habituelle. Ils font tout refaire à tout le monde. Daniel a signé là où elle a pointé, comme il signe la plupart des choses, rapidement, faisant confiance, désireux d'être celui qui facilite les choses dans une pièce où personne d'autre n'était facile. J'ai signé aussi, parce qu'il signait déjà, et il me semblait étrange d'être la seule à hésiter. Mais mes yeux se sont posés sur une ligne à mi-chemin de la 2e page, avant que Carole ne la fasse glisser de nouveau dans le dossier, distribution, report, élection. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Spoiler alerte, dit Carole, refermant déjà le dossier. Ne vous tracassez pas la tête avec ça. Je gère les papiers de la fiducie de grand-père Walter depuis des années. C'est toujours le même formulaire. Je me suis dit que ce n'était rien. Je suis douée dans mon travail précisément parce que je ne me permets généralement pas de me contenter de cette phrase. Mais cette nuit-là, je l'ai fait, parce que j'étais enceinte de 31 semaines et fatiguée, et qu'il était plus facile de croire une femme qui gérait des documents depuis des années, plutôt que d'imaginer ce que cela signifierait si elle ne les avait pas gérés comme elle le prétendait. Je l'ai cherché quand même, plus tard cette nuit-là, mon ordinateur portable appuyé contre mes genoux au lit. Ce que j'ai trouvé n'était pas tant rassurant que vague, d'une manière spécifique. Une « élection de report de distribution », dans la plupart des langages de fiducie, est exactement ce que son nom indique, une demande formelle de retarder un paiement programmé, nécessitant généralement l'approbation du fiduciaire et la connaissance des bénéficiaires désignés. Ni Daniel, ni moi n'étions nommés sur la copie que je me souvenais avoir signée. C'était la future part de notre fille que le formulaire référençait, des mois avant même sa naissance. Je me suis dit que c'était probablement standard aussi. Je n'en savais pas encore assez pour être sûr que ce n'était pas le cas. 2 semaines passèrent. Carole avait promis de nous envoyer par la poste des copies de ce que nous avions signé. Elle ne l'avait pas fait. Quand j'ai appelé pour demander, elle a dit qu'elle avait été occupée, qu'elle s'en occuperait. J'ai appelé le numéro imprimé sur la carte de visite qu'elle nous avait donné un jour pour le contact bancaire, et ça a sonné 11 fois avant d'arriver à une boîte vocale pleine, qui n'acceptait pas de nouveaux messages. J'ai même essayé la ligne de service client général de la banque l'après-midi suivant, assise dans ma voiture, sur le parking de Bellwether, pendant ma pause déjeuner. J'ai obtenu exactement ce à quoi on peut s'attendre en tant que non-titulaire de compte, une représentante polie qui ne pouvait ni confirmer ni infirmer l'existence d'un compte, sans que je sois répertoriée comme partie autorisée. Mon estomac se serra, comme cela arrive au travail quand un client qui prétend que « les factures sont en route » finit par trouver une 3e excuse d'affilée. J'ai abordé le sujet avec Daniel ce soir-là, avec précaution. La façon dont on aborde quelque chose dont on n'est pas sûr d'avoir le droit d'être suspicieux. Il ne s'est pas mis en colère. Pas encore. Il avait juste l'air fatigué. C'est elle qui s'occupe de la fiducie de grand-père aussi loin que je me souvienne, dit-il. Tout va bien. Tu y réfléchis trop. Peut-être que oui. Je n'avais encore rien, sauf un numéro de téléphone qui ne fonctionnait pas et une phrase que je ne comprenais pas. Mais j'avais appris, il y a longtemps, que « tu y réfléchis trop » est ce que les gens disent juste avant que la chose à laquelle on pensait ne s'avère vraie. Je n'ai pas dit à Daniel ce que j'ai fait ensuite, parce que je n'étais pas encore sûre si je le protégeais de l'inquiétude, ou si je me protégeais moi-même d'une autre conversation où il déciderait que j'étais le problème. Walter Whitfield, le grand-père de Daniel, fondateur de la fiducie, était décédé 14 ans plus tôt, et les successions de cette taille passent par l'homologation, ce qui signifie que le dépôt original est un dossier public, si l'on sait où chercher et comment demander. J'ai trouvé le numéro de dossier en un après-midi. J'ai appelé le cabinet d'avocats qui y figurait, sous le couvert d'une question de procédure générale, je suis parent d'un bénéficiaire. Je veux juste comprendre comment les décaissements fonctionnent généralement.
Et je suis tombée sur une parajuriste, un jeudi tranquille, qui fut plus utile qu'elle n'aurait probablement dû l'être. Laissez-moi juste récupérer le dossier, dit-elle. D'accord, alors le fiduciaire enregistré pour ce compte est Carol Whitfield. Je me suis assise sur le bord de la baignoire, le téléphone toujours collé à mon oreille, et j'ai senti mes mains devenir froides, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'eau qui coulait dans l'évier. J'avais toujours supposé, comme toute la famille, que Robert était le fiduciaire. C'était le vrai fils de Walter. Il ne nous était simplement jamais venu à l'esprit de demander, parce que Carol avait toujours géré les documents, et personne n'avait jamais traité la question subsidiaire de savoir pourquoi. J'ai remercié la parajuriste, j'ai raccroché et je suis restée assise là pendant longtemps, avant de pouvoir me lever. J'ai dit à Daniel ce soir-là pas tout, juste la question du fiduciaire, testant doucement le terrain. Cela ne s'est pas bien passé. Pourquoi fouilles-tu dans les finances de ma famille ? Sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant dirigé contre moi. Elle est difficile, Naomi. Ce n'est pas une voleuse. Je n'ai pas dit qu'elle l'était. J'ai dit que c'est étrange que personne ne sache qui était réellement le fiduciaire. C'est étrange pour toi parce que tu cherches des choses étranges pour vivre. Tout n'est pas une affaire. J'ai laissé tomber à voix haute. Mais je ne l'ai pas laissé tomber ailleurs. Le lendemain matin, devant un café, j'ai essayé une fois de plus doucement cette fois, je pense juste que ça vaut la peine de lui demander directement. Pas d'accuser, juste de demander. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il l'a dit vite, presque suppliant, et quelque chose dans son visage m'a arrêté. Non pas parce qu'il m'avait convaincu, mais parce que j'ai reconnu, pour la première fois, qu'une partie de lui savait déjà que poser la question pourrait lui apporter une réponse à laquelle il n'était pas prêt. Il avait passé 31 ans à apprendre que la chose la plus sûre à faire avec sa mère était de ne pas poser de questions. J'ai compris à ce moment-là que je ne l'y amènerais pas en demandant 2 fois. J'allais avoir besoin de quelque chose qu'il ne pourrait pas contester. J'ai cessé de dire quoi que ce soit à Daniel après cela. Ce n'était pas une décision dont j'étais fière. Je restais éveillée certaines nuits, ruminant l'injustice spécifique de cacher quelque chose à la personne avec qui j'étais censée construire une famille, tout en étant furieuse qu'il ait clairement indiqué qu'il n'allait pas m'aider à porter ce fardeau. Mais j'avais appris autre chose en faisant ce travail depuis 9 ans, on n'alerte pas la personne qu'on enquête avant d'avoir quelque chose qu'elle ne peut pas justifier. Et à ce moment-là, je n'avais rien d'autre qu'un mauvais pressentiment et un numéro de téléphone fonctionnel qui était auparavant un répondeur. Alors, j'ai fait ce que je sais vraiment faire, sur mon temps libre, en utilisant uniquement des registres publics. J'ai recherché, auprès du secrétaire d'État de notre État, toutes les déclarations commerciales enregistrées au nom de Carol Whitfield. Il a fallu 4 recherches pour le trouver, une LLC appelée Whitfield Family Holdings, dont l'agent enregistré était Carol Whitfield, déposée à son adresse personnelle, formée 9 ans plus tôt, presque exactement autour de la date à laquelle la fiducie de Walter aurait dû effectuer sa première distribution programmée à son petit enfant aîné. J'ai continué. Le dépôt de l'agent enregistré m'a mené à un rapport annuel, qui m'a mené à une date de renouvellement qui avait été déposée sans faute chaque année, toujours la même semaine de mars. 3 semaines, je l'ai réalisé bien plus tard, avant l'anniversaire du décès de Walter, comme une horloge, comme quelqu'un qui renouvelle quelque chose qu'elle doit maintenir exactement à temps. J'ai construit une feuille de calcul cette nuit-là, le même genre que j'utilise au travail quand j'essaie de prouver un schéma, au lieu de simplement le ressentir. Une colonne pour le 18e anniversaire de chaque petit enfant. Une colonne pour les dates de dépôt et de renouvellement de la LLC. Une colonne pour toute explication que la famille avait reçue au fil des ans, concernant la raison pour laquelle tel ou tel décaissement avait été retardé, redirigé, ou discrètement jamais mentionné à nouveau. À 2h14 du matin, j'étais assise à la table de la cuisine, la lueur de l'ordinateur portable étant la seule lumière de la maison. Et je ne pouvais toujours rien prouver. Mais j'étais certaine, de la certitude spécifique qui vient d'une décennie passée à trouver le mauvais chiffre, que quelque chose au sein de cette famille était très faux, et que cela l'était depuis bien plus de 3 mois. J'ai fermé l'ordinateur portable avant que Daniel ne se lève pour le travail, comme j'avais commencé à le faire la plupart des nuits, et je me suis dit que je le mettrais au courant dès que j'aurais quelque chose d'indéniable.
Je n'ai pas encore examiné à quel point cette phrase commençait à ressembler à celle qu'il m'avait dite à propos de sa mère pendant des mois. Tout n'est pas une affaire, sauf que cela, j'en étais de plus en plus sûre, en était absolument une. Le dimanche suivant, lors d'un déjeuner de famille, j'ai failli m'absenter par pur épuisement. J'ai posé à Carole une question que j'avais répétée pour qu'elle semble inoffensive. Comment fonctionne généralement la fiducie de grand-père Walter pour les petits-enfants ces jours-ci? Juste par curiosité, pour notre propre planification. Quelque chose a vacillé sur son visage. Pas de la culpabilité exactement. Plutôt comme une femme recalculant l'espace qu'il lui restait pour manœuvrer. Vous comprendrez quand vous serez plus âgé, dit-elle. Trop vite, trop sèche pour la question que j'avais posée. Cette famille protège ce qui nous appartient. Je n'ai pas insisté. Je n'en avais pas besoin. Pas encore. 2 jours plus tard, j'ai appelé la tante de Daniel, Diane, la sœur de son père, une femme chaleureuse et bavarde que j'aimais plus que la plupart des Whitfield dans la famille desquels j'avais épousé. À propos d'une question sans rapport pour les formulaires d'admission pédiatrique du bébé, l'historique médical de la famille, rien de plus. Diane, en pleine conversation sur l'eczéma et l'asthme, mentionna sa fille Sophie presque en passant. Eh bien, au moins ce bébé n'aura pas à attendre aussi longtemps que la pauvre Sophie l'a fait pour sa part, dit Diane. C'était dit comme si de rien n'était, assumant clairement que je connaissais déjà l'histoire. Dieu sait comment ça s'est vraiment réglé. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre à travers le téléphone. J'ai gardé ma voix légère. Rappelez-moi exactement comment cela s'est résolu. J'oublie toujours les détails. Elle parla vite, comme les gens le font quand ils pensent qu'ils sont juste en train de se rattraper et ne réalisent pas tout ce qu'ils vous livrent. Sophie avait eu 18 ans 6 ans plus tôt. Elle était censée recevoir sa part de la fiducie d'éducation de grand-père Walter. Carole avait dit à la famille que le père de Sophie, l'ex-mari de Diane, Greg, avait bloqué l'argent dans un litige juridique pendant leur divorce. Diane avait toujours trouvé cela étrange, car Greg n'avait jamais une seule fois lutté pour de l'argent lors de leur séparation. Il n'avait toujours lutté que pour la garde le week-end. Sophie était si sûre, à l'époque, que son propre père l'avait laissé tomber à ce sujet, dit Diane, soupirant comme les gens le font face aux vieilles tristesses résolues. Il lui a fallu des années pour même redevenir civil avec lui. Greg jura sur sa tête qu'il n'avait jamais touché un sou de cela, et je le croyais pour la plupart. Mais que devions-nous penser d'autre? Carole était celle qui détenait tous les relevés, mais Carole avait toujours géré tous les documents de Walter, et personne n'avait jamais dépassé cette phrase pour demander ce que cela signifiait réellement. Je la remerciai, raccrochée, et restai assise sur le bord du lit sans bouger pendant longtemps. Je n'étais pas encore en colère. Je faisais des calculs, recoupant le 18e anniversaire de Sophie avec ma feuille de calcul, et constatant que cela correspondait presque au mois près avec un pic d'activité de dépôt de Whitfield Family Holdings. Je n'étais plus surprise. J'en avais fini d'être surprise. Ce n'était pas une femme avec des opinions démodées sur les petits-fils. C'était une femme avec une raison structurelle de vouloir que chaque décaissement soit retardé le plus longtemps possible, et ce, depuis 10 ans. Et un prénom de garçon n'était que l'histoire qu'elle racontait pour que personne ne voie au-delà. Diane me rappela 1 heure plus tard, me demandant pourquoi j'avais eu l'air si étrange au téléphone. Juste fatiguée, lui ai-je dit, le cerveau de femme enceinte. Je n'étais pas prête à lui dire. Pas encore. Pas avant d'avoir quelque chose qui ne pourrait pas être dissipé par une discussion dans une cuisine, la porte à moitié fermée. J'ai cessé d'essayer de résoudre cela avec une feuille de calcul et un mauvais pressentiment. J'ai demandé à un collègue chez Bellwether qui s'occupe des références pour les clients de notre cabinet en litige successoraux, et elle m'a donné le nom de Patricia Aignan, une avocate spécialisée en litige de fiducie, avec 19 ans d'expérience chez Bramwell et Aignan LLP. J'ai emmené Daniel avec moi à cette première réunion, principalement parce que je ne voulais plus porter tout ça seul. Le bureau de Patricia était petit et sans fioritures, rempli de boîtes d'archives, au lieu du look cuir et laiton que j'avais à moitié anticipé, et elle écouta pendant 20 minutes sans m'interrompre une seule fois, ce qui m'en apprit presque autant sur elle que tout ce qu'elle dit par la suite. Patricia a lu ce que j'avais rassemblé, le dépôt de la LLC, la chronologie, le langage à moitié mémorisé de
l'élection de report de distribution, du formulaire que Carole nous avait fait signer à la hâte, puis elle a fait la seule chose à laquelle aucun de nous n'avait jamais pensé. Elle a récupéré le document original de la fiducie de Walter Whitfield dans les archives d'homologation. C'est non genré, me dit-elle 2 jours plus tard, en faisant glisser une copie surlignée sur son bureau. Chaque part est divisée également entre tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Walter Whitfield, sans distinction. Il n'y a pas de clause de garçon. Il n'y a pas de clause de nom de famille. Il n'y en a jamais eu. Elle me regarda par-dessus ses lunettes. Quiconque a dit à votre famille que c'était une tradition ne protège pas une tradition. Elle protège autre chose, et elle utilise la tradition comme couverture. Avec les conseils de Patricia, et, surtout, avec le nom de Robert attaché en tant que véritable fils de Walter et partie légitimement intéressée, nous avons renvoyé une demande formelle d'accès au dossier à la Meridian Trust Bank, où étaient détenus les comptes de la fiducie. Elle est arrivée sur le bureau de Marcus Webb, un agent principal des enquêtes sur la fraude, avec 14 ans d'expérience en conformité des crimes financiers. Marcus a sorti 11 ans d'enregistrement de virements bancaires, de relevés de comptes et de journaux de décaissements internes, le genre de documentation qui existe spécifiquement pour que quelqu'un puisse, un jour, poser exactement la question que nous posions. L'audit de Marcus a pris 9 jours. Ce qu'il a trouvé m'a coupé le souffle, même si je m'y étais à moitié attendu. Sur 11 ans, des décaissements destinés à au moins une part de bénéficiaires arrivés à maturité, celle de Sophie, avaient été redirigés vers un compte lié à Whitfield Family Holdings LLC. Le capital détourné et les intérêts perdus totalisaient ensemble un peu moins de 71 000 $. Et, enfouie dans l'activité la plus récente, déposée quelques semaines auparavant, se trouvait une nouvelle élection de report de distribution, celle-ci nommant notre fille encore à naître par son nom. La piste d'audit était entièrement là, nous a dit Marcus, d'un ton neutre et professionnel, comme s'il lisait un bulletin météorologique. Quiconque a fait cela ne s'attendait pas à ce que quelqu'un regarde vraiment. Il nous a également dit quelque chose qui m'a glacé le sang d'une manière différente. Selon les règles d'administration de la fiducie, une élection de report devient effectivement bloquée si elle n'est pas formellement contestée dans son délai d'objection. Le nôtre se terminait dans 6 jours, et 6 jours à partir d'un vendredi tombaient presque exactement sur ma date d'accouchement. Patricia a agi vite. Elle a déposé une notification formelle d'opposition auprès de l'administrateur de la fiducie cet après-midi-là. Elle nous a également dit, gentiment mais clairement, que ce que l'audit de Marcus montrait n'était plus seulement un conflit familial. C'était un vol par un fiduciaire, un terme que je lui ai fait répéter 2 fois pour être sûr de l'avoir bien compris. Nous avons déposé un rapport de police auprès de l'unité des crimes financiers du comté. La détective Andrea Cole, avec ses 12 ans d'expérience sur les affaires de crimes financiers, a examiné la piste d'audit de la banque et le document original de la fiducie en moins d'1 heure, et nous a dit sans hésitation que cela remplissait tous les éléments du détournement de fonds en vertu de la loi de l'État. Il ne s'agit pas d'une famille qui a des difficultés entre elles, dit-elle. Il s'agit d'un fiduciaire qui a volé des enfants. J'avais 6 jours pour faire en sorte que mon mari voie réellement ce que j'avais passé 3 mois à construire. Et j'étais enceinte de 39 semaines, épuisée d'une manière qui commençait à se manifester lors de mes rendez-vous prénataux. Ma tension artérielle avait suffisamment augmenté pour que mon médecin utilise le mot « préoccupant » et me dise, de la voix calme que les médecins utilisent quand ils le pensent, de trouver un moyen de réduire mon stress avant la naissance, pas après. Je suis restée assise sur le parking après, les 2 mains sur le volant, et n'ai pas démarré la voiture pendant 10 bonnes minutes, faisant les calculs comme je fais tous les autres chiffres de ma vie, combien de jours il me restait, et combien d'entre eux je pourrais réellement survivre à passer en fragments. À argumenter le même argument avec un homme qui aimait sa mère plus qu'il ne s'était encore permis de la méfier. Je ne pouvais pas continuer à expliquer cela à Daniel par fragments, sur les comptoirs de la cuisine, où il trouvait sans cesse une raison de défendre la version de sa mère en laquelle il avait grandi et qu'il avait besoin de croire. J'avais besoin qu'il voie tout d'un coup, entre ses propres mains, sans ma voix dans la pièce qui lui donnerait un moyen facile de discuter avec moi, au lieu de discuter avec les preuves. J'ai appelé Sophie moi-même, finalement, et je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un long moment à l'autre bout du fil. Et puis, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, qu'elle avait toujours soupçonné quelque chose.
Qu'elle avait passé des années à se dire que c'était son propre père qui l'avait laissé tomber. Qu'elle n'avait tout simplement jamais eu rien d'assez solide pour prouver le contraire. Alors, elle avait cessé de demander. C'est étrange, me dit-elle, d'entendre que ça ne me concernait pas du tout. J'ai passé 6 ans à penser que je ne valais juste pas la peine d'être défendue. Quand je lui ai demandé si elle serait prête à rédiger une brève déclaration écrite, elle n'a pas hésité. J'ai construit le dossier comme Patricia m'avait appris à construire un dossier d'affaires. Pièce A, le dossier de formation de la LLC. Pièce B, le langage de fiducie surligné. Pièce C, le résumé de l'audit de Marcus. Pièce D, la déclaration de Sophie, longue de 4 paragraphes, simple et dévastatrice, se terminant par une ligne que j'ai lue 6 fois avant de pouvoir la mettre dans l'enveloppe. J'ai cessé de demander parce que je pensais que la réponse était que personne n'avait jamais vraiment voulu que je l'aie. J'ai laissé l'enveloppe sur la table de la cuisine le jeudi soir et je me suis couché tôt. Quoi qu'il arrive quand Daniel l'ouvrirait seul, j'avais décidé qu'au moins il aurait la vérité entière entre ses mains, non filtrée, ininterrompue, incontestée. C'est l'enveloppe qui se déchire. Ce sont les pages qui tournent de plus en plus lentement. C'est le nom de sa mère qui s'affiche sur son téléphone 3 fois, pendant qu'il lit ce qu'elle avait fait à sa cousine et ce qu'elle avait déjà commencé à faire à sa fille. Il atteignit la dernière page, la déclaration de Sophie, et je vis quelque chose sur son visage se décomposer et se réassembler en quelque chose de plus dur. Le téléphone vibra une 4e fois. Cette fois, il décrocha. « Je sais, dit-il, d'une voix neutre et ferme comme je ne l'avais jamais entendu avec elle auparavant. J'ai tout vu. Ne me rappelle plus avant d'être prête à l'expliquer à un détective au lieu de moi. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Il se retourna dans l'embrasure de la porte, les pages toujours dans une main, traversa la cuisine et me prit dans ses bras avant de dire quoi que ce soit d'autre. Quand il parla enfin, ce n'étaient pas des excuses. Pas exactement. C'était plus silencieux que cela. Sophie s'est appelée pièce D, dit-il dans mes cheveux. J'ai lu cela 4 fois avant de comprendre ce que cela signifiait. L'opposition de Patricia arriva avec 2 jours d'avance. L'administrateur de la fiducie gela toutes les distributions ultérieures en attendant un examen. Carole fut interrogée par la détective Cole la semaine suivante. Elle nia tout au début. Quand les 11 ans de transactions datées de Marcus furent étalés devant elle, alignés contre 11 ans d'anniversaire de petits-enfants, elle n'a pas tant avoué qu'elle a recadré. Elle a dit à la détective qu'elle avait protégé l'argent des mauvaises décisions que les jeunes prennent. J'en ai entendu parler de seconde main par Patricia, et cela m'a marqué plus longtemps qu'une confession pure et simple ne l'aurait fait. Une plainte pénale pour vol par un fiduciaire a été déposée. Patricia nous a dit que les affaires avec une trace écrite aussi claire allaient rarement en procès. Le bureau du procureur s'attendait à un plaidoyer. Au civil, le tribunal a accordé la requête de Robert visant à destituer Carole de son poste de fiduciaire, et un fiduciaire corporatif neutre le propre département des fiducies de la Meridian Trust Bank, ce qui semblait une étrange forme de justice a été nommé à sa place, avec des comptes annuels obligatoires à l'avenir pour chaque bénéficiaire. Par écrit, sans exception. Le règlement de Sophie n'a pas restitué le montant théorique total. Une partie de ce qui avait été détourné 9 ans plus tôt était déjà disparu et n'a pas pu être entièrement tracé. Mais cela a rapporté suffisamment pour compter. Et plus que cela, cela a transformé 6 ans d'incertitude en quelque chose qu'elle connaissait enfin officiellement. Elle m'a dit au téléphone que la deuxième partie importait plus que l'argent. La future part de notre fille a été réécrite dans la fiducie, dans un langage simple et non genré, sous un fiduciaire qui ne pouvait rien rediriger discrètement sans déclencher un audit. Carole a été priée de démissionner de son rôle de trésorière bénévole de longue date à son église, quelques semaines après que l'histoire se fût répandue informellement par le bouche à oreille. Robert s'est installé temporairement dans la chambre d'amis de son frère, une phrase à laquelle personne dans la famille n'a tenté de fixer une date de fin. Paige, qui avait passé des années à rester silencieuse lors des dîners de famille, a commencé à m'appeler d'elle-même. Spontanément, pour la première fois depuis que j'avais épousé cette famille, elle m'a dit une fois qu'elle avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas dans la gestion de l'argent de grand-père. Mais Carole contrôlait tellement le capital sympathie de la famille que la remettre en question n'avait jamais semblé sûr.
J'ai compris cela plus qu'elle ne l'avait probablement réalisé. Notre fille est née 9 jours après ce vendredi matin, avec un poids de 3 livres de plus que l'estimation de sa date d'accouchement, et furieuse de toute l'expérience, ce qui semblait tout à fait approprié étant donné tout ce qu'elle avait déjà survécu sans le savoir. Nous l'avons nommée Reine. Sophie est venue la rencontrer un dimanche au début du printemps, portant une petite couverture verte pas bleue, pas rose, juste douce et neutre, et clairement choisie à dessein. Elle a tenu Reine longtemps sans dire grand-chose. Et quand elle a finalement parlé, elle a dit « Je suis contente que quelqu'un ait fait les comptes cette fois-ci. » Daniel vérifie lui-même les comptes annuels de la fiducie. Maintenant, chaque année, par écrit, de la manière dont il ne vérifiait jamais rien qui venait du côté de sa mère dans un dossier. C'est une petite chose. Ce n'est pas rien. Carole a envoyé une carte pour la naissance de Reine. Pas de cadeau. Générique, le genre qu'on enverrait à quelqu'un qu'on connaît à peine. Je l'ai quand même gardé dans le coffre-fort où je garde les copies de tout le reste, le dépôt de la LLC, le langage de fiducie surligné, la déclaration de Sophie, tout cela. Les pièces à AD, et tout ce qui a suivi. Je continue de tenir des dossiers pour vivre. Je ne m'attendais jamais à en avoir besoin pour ma propre famille. Mais je garde celui-ci différemment de ceux de mon bureau. Pas enfermé dans un tiroir en ville, mais à la maison, où ma fille pourra le trouver elle-même un jour, si jamais elle a besoin de savoir exactement à quel point certaines personnes ont dû travailler dur pour s'assurer qu'elle ne vaudrait jamais moins qu'un sou.